je sais que je ne sais pas grand-chose. La science, en fait, est une remarquable école de réflexion et de pensée critique vis-à-vis de ce qui nous entoure. C'est un remarquable antidote contre les charlatanismes divers. L'esprit scientifique était l'opposé de l'esprit de certitude. Edgar Morin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation au Café du Citoyen. Vous ne savez peut-être pas, mais vos pensées sur la participation des citoyens à la vie collective ont servi de déclic à la création de l'émission La Vie en Plus. Alors on vous doit ce parrainage. Tant mieux. Et comment je peux me déterminer si le scientifique lui-même doute? Comment moi qui ne connais pas grand-chose à la science, je peux croire à quelque chose si lui, ce qu'il sait, le savant, il ne sait pas? Il y a plusieurs degrés pas, dans la connaissance. Bon, prenons par exemple la connaissance du monde, du cosmos. Bon, depuis 1960 à peu près, il y a eu un certain nombre de découvertes qui ont totalement révolutionné notre vision du monde. On avait l'impression d'un monde immobile et stable. Nous apprenons que c'est un monde qui se dilate et nous apprenons qu'il a une histoire très compliquée, issu d'un début ou d'un pseudo-début que des gens appellent Big Bang. Mais pour rester sur cette notion du doute tout de même, si je prends un exemple concret, la couche d'ozone, oui. Bon, le réchauffement de l'atmosphère, on me dit ben, il ne faut plus que j'achète de bombes aérosols, moi simple citoyen, parce que ça peut... Mais en fait, je lis que les scientifiques ne sont pas trop d'accord là-dessus. Alors comment on peut mélanger à la fois le doute et la nécessité d'un minimum de certitude pour s'engager dans l'action démocratique? Il faut que le citoyen lui-même lise dans des publications adaptées, qui peuvent être les pages scientifiques des grands journaux, qui peuvent être des revues comme La Recherche, bon, qui lisent un peu les arguments. Alors, du point de vue des arguments, que pouvons-nous détecter? Bon, tout d'abord qu'il y a une tendance au réchauffement de l'atmosphère, que comme, d'autre part, qu'il y a une pollution croissante de l'air, c'est-à-dire le déversement du CO2 dans l'atmosphère. Donc, nous pouvons penser qu'il y a peut-être une liaison entre l'un et l'autre. C'est autrement dit que l'ensemble de nos énergies et notre développement industriel pollue l'atmosphère, crée le fameux effet de serre qui réchauffe l'atmosphère. On a un certain nombre d'indices là-dessus. Dans quelle mesure va-t-on vers une catastrophe? Nous ne le savons pas. Mais là-dessus, le citoyen, le politique et le scientifique ont un devoir de prudence, de dire attention. Et en effet, vous avez tout à fait raison d'éviter d'utiliser la bombe aérosol et de prendre des tas de mesures de précaution. Maintenant, ce qui concerne... Même si on n'est pas sûr, on dit prudence et c'est le premier des devoirs. Écoutez, la prudence, c'est quand on n'est pas sûr. C'est toujours comme ça. Alors la deuxième, non, je vais vous dire, à propos de la fameuse couche d'ozone qui est trouée dans l'Antarctique, là-dessus, il y a une polémique. Il y en a qui disent, mais oui, c'est aussi une conséquence, disons, de notre développement industriel. Ouais. Et d'autres qui disent, non, c'est peut-être un phénomène naturel. Bon, nous ne le savons pas là-dessus. Mais nous laissons le débat se continuer. À un moment donné, on aura des indices qui iront dans un sens d'une chose à l'autre. Mais nous restons toujours dans le problème global. Le problème global, c'est que nos activités industrielles qui s'accroissent menacent pas seulement la nature en tant que nature et la biosphère, mais par là même nous menacent nous-mêmes. Et donc, nous avons un certain nombre de mesures de prudence adoptées localement et globalement, comme à la conférence de Rio. Alors, Edgar Morin, vous savez que le principe de La Vie en Plus, c'est d'aller voir ce qui se passe sur le terrain en matière d'action associative pour essayer d'améliorer la citoyenneté dans le domaine cité. Là, on est allé voir un club INSERM, il y en a pas mal à travers la France, on va en parler un peu plus longuement, qui essaye de réunir des jeunes de 15 à 20 ans avec des scientifiques pour essayer de nouer un dialogue entre scientifiques et jeunes citoyens. Ah oui. L'idée des clubs INSERM Jeunesse remonte à décembre 86, au moment où les étudiants et les lycéens refusaient la loi de Vaquet et défilaient dans les rues de Paris. J'ai fait des stages chez INSERM. C'est qui ça? Où notre directeur général de l'époque, à l'INSERM, s'est dit, eh bien, ce n'est pas normal que d'emblée des jeunes refusent comme cela une loi qui a sans doute des imperfections, comme toute loi, mais qui a aussi des avantages. C'est bien signe qu'il y a un manque de communication entre les générations. De là est née l'idée de créer des clubs pour que les jeunes rencontrent des chercheurs et puissent mieux comprendre le domaine de la recherche biomédicale et en santé. Un certain nombre d'enseignants, d'administratifs aussi des établissements se regroupent pour décider d'animer le club INSERM Jeunesse
On essaie de mettre un peu d'organisation, on va donc voir des chercheurs, et puis à partir de ce moment-là, bon, bah, tout commence. Il y a des visites de laboratoire, des conférences et après des productions. Le conseiller scientifique du Club INSERM Jeunesse est absolument très important. Au démarrage du projet, c'est lui qui va pouvoir leur dire ce qui est intéressant, ce qui est nouveau, quelles sont les voies de recherche actuelles dans le thème qu'ils ont choisi. Ma tâche consiste surtout dans les relations entre les jeunes du Club INSERM et l'ensemble des scientifiques, chercheurs, professeurs, de pouvoir permettre les contacts entre ces différentes personnes. Il ne s'agit pas au sein de ces clubs de préparer de futurs chercheurs ou de futurs médecins ou futurs scientifiques en général, mais bien de permettre aux jeunes de devenir des citoyens plus éclairés qu'ils ne l'étaient auparavant, du moins dans nos domaines d'activité, donc de recherche biomédicale. Alors vous allez sans doute être un peu surpris, Edgar Morin, j'ai invité avec nous dans ce Café des Citoyens quelques-unes des jeunes filles du club INSERM de Lons-le-Saunier et elles vont nous présenter leurs actions. Voilà, donc... Je suis la première moisissure. démonstration, qu'est-ce que ça a à voir avec la science? Je suis le staphylocoque Ce doré. sont des microbes qui ont été imaginés, mis en scène par une plasticienne avec ses élèves. Quel microbe? Je suis le virus de la rage. Voilà, la rage avec ses longues griffes. Et puis... Je suis le virus du sida. Donc voilà, travail d'art plastique, mais aussi travail scientifique, puisque vous êtes en première, je crois. Oui. Et vous avez démarré cette activité de l'association dans un club INSERM dès la seconde. Alors j'ai envie de vous demander pourquoi vous avez une passion pour la science, ou c'est un professeur qui vous a dit allez là, ça vous fera du bien. Comment vous avez eu le déclic? Ben, c'est des amis qui nous ont fait découvrir le club INSERM. On est venu un jour où ça a commencé en début d'année, et puis ça nous a bien plu et on a continué. Et qu'est-ce que vous y avez trouvé? Parce que, en dehors de faire des vêtements comme ça, mais ça c'est un peu ludique, j'allais dire, qu'est-ce que vous y avez trouvé d'un point de vue scientifique? Vous allez discuter avec des chercheurs dans la région de Lons-le-Saunier ou... Oui, voilà, il y a des chercheurs même de Besançon, de Lyon ou de Paris viennent parfois. Nous les rencontrons, nous discutons. Et c'est compliqué de discuter avec un chercheur, on comprend ce qu'ils disent ou pas? Bien sûr, on comprend, ils se mettent à notre portée, ils adaptent leur discours pour qu'on comprenne le mieux possible. Et qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie quotidienne? Des meilleures connaissances en sciences ou bien à vous poser des questions sur le sens du progrès, etc. Pour vous, c'est un cours de sciences nat amélioré ou c'est... Non, pas du tout, c'est pas du tout un cours. Hein. Justement, c'est une autre manière d'aborder la science et ça nous permet d'avoir un peu un esprit critique sur ce qu'on entend à la télévision, à la radio, dans les journaux. Alors il y a plein de clubs INSERM en France, il y a aussi des clubs sciences et citoyens, là c'est le CNRS qui les parraine d'une certaine manière, et vous êtes président, Edgar Morin, de ces rencontres sciences et citoyens qui se déroulent notamment chaque année au Futuroscope de Poitiers. Alors vous avez une démarche à peu près similaire, qu'est-ce que vous attendez de On n'a pas des virus aussi jolis avec nous. Ça je l'allais dire que oui, qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue vous? Vous savez, d'abord on part de l'idée que si les sciences sont évidemment en communication étroite avec l'État, avec l'industrie, il n'y a pas de communication avec les citoyens. Évidemment, il y a toujours des revues, il y a de la vulgarisation, il y a mieux de la divulgation, parce que vulgarisation, c'est toujours aplatir le message, divulgation. Mais en réalité, la plupart des grands problèmes du monde d'aujourd'hui ont tout un caractère scientifique. Et nous voyons aussi bien avec aujourd'hui, avec les développements de la génétique, le clonage, etc., qu'il y a des problèmes de fond qui dépendent de la science. Alors, mais comme ces problèmes sont réservés à des experts, à des scientifiques, qui ont un langage ésotérique, qui ne peuvent pas être compris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les citoyens... à trouver le vocabulaire? Ça veut dire non, ça veut dire d'abord que les citoyens sont de plus en plus dépossédés, disons, de leur rôle. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? C'est prendre position sur les problèmes généraux de la cité, se sentir responsable. Alors, il risque d'y avoir une régression démocratique, une diminution du rôle des citoyens. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos rencontres? D'abord, la bonne volonté de jeunes ou de moins jeunes qui veulent connaître, elle peut s'exprimer. Et d'autre part, des scientifiques qui veulent eux aussi... Mais je voudrais bien comprendre, on vous interroge sur quoi? On vous dit où est-ce qu'on en est de la recherche sur le sida, ou bien est-ce qu'on vous dit quel sens ça a de se battre pour... Prenez les histoires du club, par exemple des rencontres de Poitiers. Nous avons des ateliers qui ont chacun des thèmes. Un thème peut être, par exemple, qu'est-ce que la douleur?
Alors la douleur peut être éclairée d'un point de vue physique, biologique, psychologique, psychanalytique, etc. Même philosophique, effectivement. Et philosophique. Bon. Vous avez un problème, par exemple, que nous allons poser à la prochaine rencontre. Est-ce que l'économie peut résoudre les problèmes de l'humanité? Là, évidemment, c'est un problème de débat, mais c'est assez intéressant de voir des gens discuter, et y compris les participants, les jeunes gens, les citoyens eux-mêmes poser leurs questions. Alors, un grand chercheur tel que vous, franchement, de temps en temps, j'ai l'impression qu'il y a un peu de langue de bois. Souvent, j'entends dire, des grands savants dire, oui, pour nous, ça nous fait du bien de nous confronter à l'expérience des jeunes, à leurs demandes. Vraiment, ça vous apporte quelque chose, ces rencontres, ou bien vous faites ça parce que vous estimez que c'est de votre devoir? Eh bien, écoutez, je fais ça parce que j'estime que c'est mon devoir et mon plaisir. Bon, je pense qu'effectivement, il est très important qu'il y ait cette communication, que la science ne soit pas un domaine clos, réservé à quelques grands prêtres, et que finalement, toutes les grandes décisions ne soient pas concoctées uniquement chez des experts. Ce sont des problèmes vitaux. Les citoyens peuvent très bien se tromper, mais finalement, c'est à la démocratie de les trancher. Donc, je pense que c'est une question très importante. D'autre part, je pense que s'il est vrai qu'on ne peut pas entrer dans le détail ni des formules mathématiques, ni des expériences de laboratoire très compliquées, mais les grandes idées qui sont à la base des sciences peuvent être communiquées. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure de la cosmologie. Bon, on ne peut pas entrer dans les calculs des astrophysiciens, etc. Mais on peut avoir une idée sur le monde. On peut savoir aujourd'hui des choses sur l'organisation du vivant. On peut savoir des choses sur la biosphère. Et à mon avis, ce sont ces choses qui doivent être communiquées. Alors à propos de l'organisation du vivant, on a essayé de voir concrètement comment fonctionnaient ces clubs en dehors des créations plastiques. On est allé dans un club INSERM donc, où on a essayé de parler de la procréation in vitro avec une devinette. Qu'est-ce que la fivette? On s'est répartis chacun en différents groupes, donc soit des groupes pour faire des affiches, un groupe de théâtre ou chansons. Puis après, on s'organise dans le groupe pour avancer, pour réaliser quelque chose qu'on puisse exposer à la fin de l'année. Le sujet, c'est la fivette. Fivette, c'est fécondation in vitro et transplantation d'embryons. Donc, on va expliquer avec 4 sous-panneaux comment ça se passe. On a proposé de faire une chanson, puisque là, au début, il y a un couple qui va avoir des enfants et qui ne peut pas, puisque la femme ou l'homme est stérile, je ne sais pas bien, quoi. Et puis, finalement, ils arrivent à en avoir avec la fivette. Donc, c'est plutôt les problèmes sociaux que ça pose, qui sont résolus. Enfin, résolus. Abordés. C'est comme ça, c'est vrai que vous, comme ça. Alors là, on est en train de faire un calendrier sur les différentes étapes que les parents font pour avoir un enfant par la fivette, quoi. On l'a communiqué aux autres avec ce qu'on pouvait, ce qu'on avait, ce qu'on aimait bien. Ça, la fivette, au départ, j'avais aucune idée de ce que c'était, quoi. Et maintenant, je sais. Je pense que c'est surtout les problèmes qu'il peut y avoir après. Enfin, tous les embryons qui sont pas utilisés pour les enfants, quoi. Ouais. Tout ce qu'il peut y avoir après, et puis les problèmes que ça pose. Ouais, problème de consanguinité, et puis voilà. Parce que, y en a qui sont frères, ils ne le savent pas. Alors, la fécondation in vitro, le clonage, tout ce qui touche aux génétiques, comme ça, on est là dans le cœur du vivant et dans ce qui nous inquiète peut-être le plus, nous, l'ensemble des citoyens, sur le progrès scientifique. Comment vous situez la responsabilité du chercheur dans tout ça? Vous estimez que, comme on le dit parfois, le chercheur n'a pas à se soucier de sa responsabilité morale, il a cherché, point final, ou bien qu'il doit se soucier au contraire des conséquences de ses découvertes? Vous savez, c'est une question d'époque. La science moderne s'est développée au XVIIe siècle comme un phénomène tout à fait marginal, et pour gagner son autonomie, elle avait besoin d'être en dehors de tout jugement de valeur, tout jugement moral, tout jugement politique et tout jugement religieux. Autrement dit, la passion ou la morale du scientifique, c'est de connaître pour connaître, quelles qu'en soient les conséquences. Est-ce que le chercheur est libre aujourd'hui par rapport à l'industrie, par rapport à l'État? Ceux qui sont trop engagés
soit dans les administrations, par exemple le commissariat à l'énergie atomique. Oui, je ou ne dans voulais des... pas le nommer, mais nous, journalistes, nous avons désinformé pendant une semaine en disant qu'il n'y a pas eu de nuage radioactif parce qu'un grand professeur nous disait qu'il n'y avait pas eu de nuage radioactif. Ceux qui sont trop engagés là